Bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Pierre Geck, l'auteur du livre La nouvelle comptabilité de gestion paru aux éditions AFNOR. Pierre Geck, bonjour. Bonjour, bonjour, Pierre Jacques, oui. Alors, ce livre parle de théorie des contraintes. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la théorie des contraintes? En fait, c'est pendant un cycle d'études, un MBA, où j'ai fait la connaissance du professeur Philippe Vergoven, qui est professeur de contrôle de gestion à l'université de Maastricht, en Hollande. Et c'est en discutant avec ce professeur, et notamment le devoir noté qu'il nous avait donné à la fin de son cycle, euh, sur la théorie des contraintes, et c'est ce qui m'a amené à approfondir un petit peu le sujet de la théorie des contraintes et du throughput accounting notamment. Alors, le throughput accounting, je suppose que c'est à l'origine du sujet de votre livre, la nouvelle comptabilité de gestion. Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans des cabinets anglo-saxons en audit comptable, financier, commissariat aux comptes. Et en discutant avec le professeur Vergoven à Maastricht, on discutait un petit peu justement des problèmes d'alignement entre les indicateurs que donnait la finance et les opérations, les indicateurs opérationnels dans les entreprises. Et ce qui fait qu'effectivement, ça m'a donné, donc lui m'a donné à lire le but, évidemment. Et puis après ça, un livre de Corbett, donc sur le throughput accounting. Et c'est là que ça m'a donné un petit peu l'idée d'approfondir le sujet et de vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière la théorie des contraintes et le throughput accounting. Le fait d'écrire un livre en français, est-ce que c'était pour faire sauter justement la contrainte de la langue? Euh, alors, ben, d'abord, je suis français, donc effectivement, aucun livre n'avait été écrit sur le throughput accounting. Il y a quelques livres qui ont été traduits en français, donc de l'américain par les livres de Goldratt. Et donc, ce qui m'a donné l'idée, c'est aussi que en parallèle, j'ai commencé un travail de doctorat. Donc, j'ai commencé une thèse de doctorat sur la théorie des contraintes, plus généralement. Et ayant pris beaucoup de notes lors de mes études et de mes lectures, ça m'a donné l'idée de mettre tout ça en forme et de l'envoyer à un éditeur qui se trouve être la FNOR et qui a bien voulu publier ce livre, qui a autorisé la publication du livre. Alors, quel est le public aujourd'hui du livre? Ah, je n'en ai aucune idée. Et Je ne sais pas du tout. quel est le public de la TOC? Alors, bon, il se trouve que j'ai également pu créer avec Éric Belpère donc, une association qui s'appelle TOC France. Nous avons organisé la première conférence la semaine dernière et on se rend compte en fait que le public qui est venu participer à la conférence, il y a déjà beaucoup de consultants. Donc ce sont plutôt des gens qui interviennent pour le compte d'entreprise et d'autres entreprises et les autres entreprises en dehors du service sont plutôt des entreprises industrielles. On a eu quelques participants qui venaient d'entreprises plutôt industrielles plutôt que le monde du service ou le monde du public. Professionnellement, vous utilisez la TOC au quotidien dans votre activité actuelle? Alors actuellement non parce que ma société a été rachetée, mais il y a donc en 2007 nous avons mis en œuvre la théorie des contraintes au moment du rachat de la société par un fonds d'investissement, donc sous un format LBO, Leverage Buyout, et un nouveau directeur général a été nommé à ce moment-là, donc en 2007, qui lui connaissait la théorie des contraintes, avait lu le but parce qu'il avait fait des études aux États-Unis, et m'a demandé de le rejoindre pour travailler avec la théorie des contraintes dans cette entreprise-là. Et quel était le domaine d'activité? Alors moi, plus particulièrement, je me suis plus concentré sur les projets de transformation de systèmes d'information et de l'organisation. Et dans un deuxième temps, à partir de 2009, nous avons également travaillé sur les projets de développement de nouvelles offres technologiques pour nos clients. Technologique dans quel domaine? Alors en fait, c'était une société de services parapétroliers.
Donc nos offres consistaient sur des plateformes pétrolières, nous envoyions du personnel et des équipements, et nous avons développé de nouvelles technologies pour aider les entreprises pétrolières à prospecter, explorer et exploiter leur puits de pétrole. Et quelle est la contrainte? Alors pour ceux qui nous regardent et qui sont familiers d'une contrainte en milieu industriel, où on parle toujours de quelle est la machine qui donne le rythme et qui va donc régler le throughput de l'usine, c'est un environnement un peu différent là. Oui, là donc c'est vraiment une entreprise de service avec une particularité, c'est que ça mobilise du personnel et du matériel. Donc la contrainte n'était pas évidente au départ. Nous avons décidé avec la direction générale de positionner la contrainte sur le personnel et sur un personnel bien particulier puisque nous avons une équipe d'ingénieurs intervenants avec des contrats internationaux, donc des gens qui sont particulièrement bien formés à nos technologies, environ 1000 personnes sur 5000, et nous avons décidé de positionner la contrainte sur ces 1000 personnes. C'est-à-dire que nous considérons que ces 1000 personnes sont la contrainte de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que si on considère qu'on peut vendre 8 heures par jour, vous avez 8000 heures de temps machine, de temps ingénieur vendable par jour et qu'on pourrait calculer ça comme ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, sur une plateforme pétrolière, nous travaillons 24 heures sur 24. Ça veut dire que les ingénieurs interviennent par équipe de 3-4 en fonction du service réalisé sur la plateforme pétrolière. Ces ingénieurs travaillent en 2 fois 12. Donc une équipe de 3 ingénieurs travaille 12 heures et l'autre équipe travaille 12 heures. Jour et nuit, 7 jours par semaine, 6 mois par an. Vous avez réussi à évaluer le gain de l'adoption de la théorie des contraintes dans la gestion de cette ressource un peu particulière? Alors, indirectement, puisque moi j'intervenais vraiment sur les projets de transformation de systèmes d'information, ça nous a amené en fait surtout à concevoir et à déployer une solution informatique de gestion de nos ressources qui n'existait pas auparavant. Ça nous a effectivement permis de mieux les gérer. Et effectivement, nous sommes passés en fait de presque 8 personnes par chantier à 6,8 personnes par chantier. Ce qui fait un gain très très appréciable en termes d'utilisation de nos ressources contraintes. Vous avez réussi à moins gaspiller quelque part le temps de la contrainte. On a fait beaucoup plus avec autant de ressources. C'est-à-dire que nous n'avons pas nous n'avons pas embauché plus, mais nous avons fait plus de chantiers avec les gens qui étaient dans l'entreprise. C'est un environnement qui m'est assez familier puisque je travaille moi aussi dans le service. Par contre, je suis confronté à un autre problème, c'est comment arriver à attirer l'attention du top management. Comment arriver à attirer l'attention au plus haut niveau. Alors comment vous aviez fait? Là, en fait, c'est vraiment une opportunité. Il se trouve que, à la nomination du nouveau directeur général, celui-ci a décidé de remplacer la moitié du comité exécutif. Donc, notamment, il a remplacé le directeur des ressources humaines. Donc, lorsque la contrainte est dans les ressources humaines, c'est assez important. Un nouveau directeur de système d'information, un nouveau directeur des ressources, ce que l'on appelait nous le support logistique ou le support aux opérations. Donc tout ça, ça a fait qu'il y a eu un phénomène un petit peu de création de l'urgence dans la société, en disant bon maintenant c'est un nouveau management et on va travailler différemment. Et avec le support de la direction générale, ça nous a facilité, ça nous a ouvert les portes de toute l'organisation pour mettre en place cette gestion par la contrainte que nous avions décidé de positionner sur les ressources humaines. Un des soucis qui fait couler beaucoup d'encre dans la gestion en usine, c'est de savoir à combien on dimensionne les surcapacités des autres machines. Alors là, on fait comment? Alors là, il y avait ces 1000 personnes donc, qui sont considérées comme le top
sur le monde des opérations. Nous mobilisons aussi sur les chantiers des personnels qui sont recrutés localement, donc avec des formations moindres et des taux horaires de facturation qui sont également moindres. Et sur ces ressources-là, c'est là que nous avions effectivement de la surcapacité. Et de ce point de vue-là, lorsque on mobilise 3 ingénieurs, on peut dire que sur le chantier, on va mobiliser entre 4 et 6 personnes avec des contrats locaux. Et c'est sur ces ressources-là que l'on gère la surcapacité. Donc ces personnes-là doivent être au service du travail de nos ingénieurs internationaux. Donc la contrainte stupide serait d'être limité parce qu'il nous manque quelques contrats locaux parce qu'on n'a pas voulu dépenser quelques roupies de plus, quoi. Ah, exactement. Oui, oui, exactement. Ça, c'est à partir du moment où on a des chantiers, c'est pas sur les contrats locaux on va regarder, essayer de faire des économies. À la limite, c'est une décision qui reste locale, c'est même pas une décision qui est prise au niveau central. Il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour que l'ingénieur avec un contrat international soit le plus efficace possible et le plus efficient possible dans son travail sur le chantier. Alors, je sais qu'IBM a mis en place une gestion de ses consultants, notamment des indicateurs des zones vertes, rouges et oranges. Enfin, c'est plutôt, d'habitude c'est rouge, orange, vert, et justement ils ont inversé certaines couleurs. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes problèmes? Non, nous en fait, on s'est basé justement sur ce ratio d'ingénieurs internationaux par chantier. C'est-à-dire que nous avions une limite inférieure, qui était inférieure à 6,5, 6,4. À partir de là, vraiment, ça voulait dire que on aurait du mal à travailler sur de nouveaux chantiers, parce que tous nos ingénieurs sont pris, Oui. sont sur des chantiers. Et nous avions une limite supérieure qui était à 7,5, 7,6 ingénieurs par chantier. Dans ce cas-là, ça veut dire que nous avions éventuellement trop de Trop. stock, entre guillemets, de stock de personnel avec des contrats internationaux pour les contrats existants. Donc, Donc, on retrouve on bien. retrouve les deux rouges, mais aux extrémités, si vous voulez. Donc, on a un euh, vert qui est un petit peu au milieu, un orange, et puis aux extrémités, les deux rouges. on est en plein accord avec ce qu'IBM a découvert aussi dans la gestion D'accord. de ses ressources. Euh, dans le domaine de la DSI, moi j'ai adapté un modèle qui était l'usage de T, OE et I, les 3 indicateurs phares de la TOC, Ouais. dans la gestion d'un espèce de patrimoine informatique. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré dans votre cas? Alors, dans notre cas, en fait, pour ces indicateurs de T, I et OE, alors ça dépend de l'ordre dans lequel on les met, nous avons travaillé à la définition d'un cahier des charges en contrôle de gestion pour l'entreprise dans sa globalité. En système d'information, on utilisait plutôt ces indicateurs-là pour faire les choix de projets à mettre en œuvre. Est-ce que je suis clair ou... Est-ce que si je reformule, est-ce que ça veut dire que vous allez mettre en œuvre des projets dont T est élevé, OE pas énorme et I pas très consommateur? Exactement. C'est-à-dire que avant de décider de faire un projet, nous avions une gestion de portefeuille de projet qui était évaluée sur ces 3 indicateurs-là. En quoi est-ce qu'un projet de transformation du système d'information et de l'organisation participe directement à l'augmentation du throughput, du T, ou de la alors en français, quelquefois on appelle aussi la contribution marginale d'une action. Et en quoi, en deuxième priorité, en quoi est-ce que ça nous permettrait de mieux gérer nos ressources? Donc le I, les inventaires de matériel, et nous considérions le personnel d'une certaine manière comme un stock. Ou alors le O, mais ça c'était en dernière priorité. Et donc de ce point de vue-là, dans le système d'information, nous ne gérions pas ces 3 indicateurs-là directement d'une manière opérationnelle sur le système d'information, mais plutôt comme des critères de sélection de candidats projets. Ouais. Non, extrêmement intéressant. Donc ça donne espoir à ceux qui nous regardent et qui se disent la TOC ça peut servir en dehors des usines.
Oui, et alors maintenant, quels sont vos projets actuellement? Alors donc comme je disais tout à l'heure, avec Éric Belpère, donc nous avons créé l'association TOC France. Donc on a bon espoir de faire fructifier cette association, qu'elle grandisse, qu'elle permette au monde francophone de découvrir la TOC. Je suis également en train de terminer une thèse de doctorat sur la théorie des contraintes, qui à ma connaissance est la première thèse de doctorat sur la théorie des contraintes en français. Ah, peut-être qu'il y en a eu au Luxembourg. Là, je ne sais pas si elles ont été rédigées en français. En tout cas, en France, c'est sûr, c'est la première thèse sur la théorie des contraintes. Et alors, sur le plan professionnel, là, donc, on a été racheté par Schlumberger récemment, qui est une société qui a ses propres codes, qui ne semble pas très perméable au concept de la théorie des contraintes pour le moment. Donc, ben, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer avec Schlumberger. En tout cas, on vous souhaite bon vent à l'association Talk France et une bonne fin de thèse en espérant qu'on puisse la lire bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre pour cette interview et puis à bientôt sur fairemieuxavecmoi.fr. Bye bye. Merci.